Bonjour à tous, merci d'être venus passer ce moment ensemble. Le mobilier que vous voyez, c'est le mobilier d'apostrophe, les fauteuils de cuir noir, la table basse, les livres dessus, il ne manque que les auteurs, j'en évoquerai quelques-uns tout à l'heure. Je lirai des textes tirés de mes livres, j'en ai pas écrit beaucoup, essentiellement Le métier de lire, Dictionnaire amoureux du vin et Les mots de ma vie. Il y a trois sortes de textes. Il y a des textes autobiographiques, des textes dans lesquels je raconte mes rencontres avec quelques grands écrivains, et puis des textes dans lesquels je fais l'éloge de certains mots que j'aime beaucoup, soit parce qu'ils sont beaux, soit parce qu'ils sont amusants, ou tout simplement parce qu'ils sont en train de disparaître. Et je vais commencer par l'éloge d'un mot qui est l'un des plus beaux de la langue française, et qui, lui, quoique né au XIIe siècle, ne vieillira jamais, il a bien de la chance, c'est le mot jeunesse. Ah oui, c'est... Les grands romanciers ont eu une jeunesse très romanesque. J'aurais bien voulu devenir un grand romancier, mais comment faire, ma jeunesse ayant été calme et ordinaire? Tous les jeunes gens dont les premières années ont été compliquées, sombres, originales ou aventureuses ne deviennent pas de bons écrivains. Mais observons que l'adversité ou la singularité dans les débuts de l'existence, ça aide. Ça donne plus tard du talent à ceux qui ont choisi d'écrire. Exemple, Marguerite Duras. Naître en Cochinchine, d'une mère veuve, d'un monsieur nommé Obscur, et d'un père qui s'appelle Donadieu, et qui meurt alors qu'elle n'a que 7 ans, ce n'est pas de la chance dans une biographie d'écrivain. Et cette mère grugée qui se fait refiler au bord du Pacifique contre 20 ans d'économie, des terres impropres à la culture du riz, ce n'est pas excellent pour le tonus revanchard, moral et artistique d'une adolescente? Et avoir eu, encore mineur, des amants chinois. Ça ne fouette pas le sang et la littérature? Si j'avais passé mon enfance et mon adolescence en Indochine plutôt que dans le département du Rhône, quel écrivain eussé-je été? Jean-Marie Gustave Leclésio, lui, est né à Nice. Bon, c'est pas très original. De qui tient-il pourtant le vagabondage de ses pas et de son stylo? D'une famille de Bretons établis à l'île Maurice, de chercheurs d'or, d'ailleurs, et de beauté. D'un père résident au Nigeria dont il fit la connaissance à l'âge de 8 ans, après un voyage de 4 semaines à bord du Surabaya. De l'encre à l'encre, c'était fatal. Ou quand, comment aurais-je pu naviguer entre Saint-Symphorien de Lay dans la Loire, le village de mon père, et Quincier en Beaujolais dans le Rhône, le village de ma mère, séparés via Lyon par le très modeste col du Pin-Bouchin et via Tizy par le col touristique des Écharmeaux. Du nomadisme dans un mouchoir, de la bougeotte cantonale. On embarquait, c'était pour une partie de pêche sur la Saône. Où étaient-ils les Mauriciens, les Africains, les Indiens, qui m'auraient jeté dans le roulis et le tangage du roman? Et comment ne pas envier le jeune Patrick Modiano, solitaire, mal aimé, une mère flamande arrivée à Paris en 1941 dans les bagages des Allemands, un père juif recherché par la police, il faisait des affaires louches avant, pendant et après la guerre. Du nanan pour un futur écrivain. Alors que moi, pauvre de moi, je n'étais que l'enfant très aimé de 2 petits Français qui descendaient l'un et l'autre de familles de paysans et même pas des lisières, du centre du pays. Le terroir et le cocon familial ne poussent pas au romanesque. D'une jeunesse sans histoire ne sort rien de bon pour la littérature. Les mots, M-O-T-S bien sûr. Oui, j'ai toujours considéré les mots comme des êtres vivants. C'était à mes yeux d'enfant de minuscules et foisonnantes créatures qui sortaient de partout, du poste de radio, du journal, des livres, des lettres, de la bouche de ma mère, de celle de l'instituteur, du curé, de mes camarades, enfin, de la mienne. Leur disponibilité, leur docilité me procuraient une confiance, parfois un aplomb qui n'était pas dans ma nature. Je les ai utilisés pour confectionner de gros mensonges. C'était très rigolo d'assembler des mots qui disaient des choses qui n'existaient pas, mais qui, pour les autres, se mettaient à exister. Et ils existaient si bien que ce n'était plus pour moi un mensonge, mais la vérité. De sorte que lorsque mon bobard était découvert, les premiers mots qui jaillissaient de ma bouche constituaient une réelle protestation de bonne foi. Ensuite, les mots d'aveu et de repentir rencontraient bien des obstacles pour être distinctement prononcés. J'ai découvert très tôt que, sur la langue ou sous la plume, les mots n'arrivent pas à la même vitesse.
Certains bondissent comme des lutins, comme des diables. D'autres se traînent comme des clampins. Il y en a qui sont toujours volontaires pour sortir de la bouche du stylo ou du dictionnaire. Il en est d'autres qui se cachent à l'arrière du palais, dans la réserve d'encre, ou entre deux substantifs courants ou familiers du dico. Aujourd'hui encore, il m'arrive de regretter de n'avoir pas su retenir un mot qui a joué des coudes pour être le premier, et de n'avoir pas été assez habile pour en utiliser un autre, modeste, tranquille comme Baptiste, planqué, qui était le mot juste. Enfant et même adolescent, je croyais à une hiérarchie des mots, les plus longs étant les plus importants. Plus ils comptaient de lettres, plus ils étaient riches. Ah, si j'avais connu son existence, anticonstitutionnellement eût suscité ma vénération. Extraordinaire était pour moi un mot extraordinaire. Nabuchodonosor fut le plus grand des rois. Le Kilimandjaro, la plus haute des montagnes. Exceptionnellement était pour moi un mot exceptionnel. Je truffais mes rédactions d'adverbes en ment, affectueusement, généreusement, charitablement, mathématiquement, perpétuellement. On ne disait pas encore « ça en jette », mais à mes yeux, ah oui, ça en jetait. Cela impressionnait-il mes professeurs? Non, vraisemblablement. J'étais quand même perturbé par la brièveté de certains mots, et pas n'importe lesquels. Oh, vie, mort, riche, fort, vent, terre, jour, nuit, siècle, etc. Et surtout, le mot Dieu. Mais qu'est-ce qui lui a pris à l'Éternel de se nommer court, condensé, rabougri, modeste? Pourquoi ne s'est-il pas attribué la plus longue des dénominations, le plus majestueux des patronymes? Comment expliquer la contradiction entre l'immensité de son œuvre et la brièveté de son état civil? Il y avait là une divine et secrète astuce à laquelle je n'entendais rien. Je ne comprenais pas davantage la transsubstantiation. Au moins le mot est long et compliqué, impossible de l'écrire sans faute. Il désigne un miracle et son écriture est accordée à son mystérieux contenu. Enfin, dans mes jeunes années, sous l'influence de La Fontaine, qui restait l'un de mes écrivains préférés, je classais les mots selon des catégories animalières. Il y avait les mots oiseaux et il y avait les mots poissons. Les truites avaient des mots qui n'appartenaient pas aux carpes et inversement. Il y avait des mots lapins qui étaient différents des mots lièvres. En dehors du pré et de l'écurie, les mots chevaux ne broutaient pas avec les mots vaches. Mais tous ces mots étaient bien ordinaires et peu stimulants pour des rêves juvéniles comparés aux mots nés et grandis dans la steppe et dans la jungle. Les rugissements des mots lions, le palourd des mots éléphants, la meute affamée des mots loups, les grimaces et les facéties des mots singes, les sauts à pieds joints des mots kangourous, les dents féroces des mots crocodiles. Tous ces mots, oh oui, je m'en souviens, avaient des odeurs de bêtes. Oh, ils sentaient fort. Pourtant, je n'avais vu ces animaux qu'en images. Depuis, quoique je les ai tous plusieurs fois approchés, leurs mots ne sentent plus rien. C'est l'histoire d'un petit garçon qui apprend à lire et à écrire. Ça aurait pu être moi il y a bien longtemps. Et l'instituteur lui dit « oh, Bernard, on ne dit plus instituteur, on dit professeur des écoles. » Et le professeur des écoles lui dit « F-E-2-M-E se prononce femme. » Le petit garçon dit « Mais il n'y a pas de A dans femme. » Ah, bien vu, c'est exact. Mais c'est comme ça. Le E de femme se prononce A. Et le petit garçon se dit à part lui, « Oh là là, je sens qu'avec les femmes, ça va être compliqué. » Alors, j'aime beaucoup les mots dont l'orthographe est en adéquation avec la forme ou le sens de ce qu'ils désignent. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais vous allez le comprendre très vite avec le mot libellule. La libellule, vous savez, c'est un très joli insecte, nerveux, fragile. Si on l'observe bien, on s'aperçoit qu'elle est munie de 4 ailes diaphanes, presque transparentes. Et si vous observez aussi le mot qui la désigne, le mot libellule, L-I-B-E-2-L-U-L-E, eh bien vous observez que ce mot aussi contient 4 ailes. Ainsi, la libellule est-elle une symbiose parfaite de la nature et de la langue, de la biologie et de l'orthographe. Ce n'est pas la même chose avec l'hippopotame.
Ayant observé qu'il pâture la nuit et que le jour dans l'eau, il est obligé de sortir sa grosse tête toutes les 5 minutes pour respirer, André Gide se demandait quand l'hippopotame dort. De son corps de fort tonnage émane une impression de puissance, mais aussi de maladresse. Massif, balourd, il ne s'étale pas assez vite pour échapper aux chasseurs. C'est la faute aux linguistes qui, observaient le mot hippopotame, ne lui ont donné que 3 P pour soutenir sa masse. Il marche sur 3 pattes. Pour qu'il se déplace plus rapidement, pour qu'il soit plus assuré sur terre et dans l'eau, ajoutons à son nom un 4e P. L'hippopotame, H-I-2-P-O, 2-P-O, T-A-M-E, nous en sera reconnaissant. Alors, je vous ai dit que c'était le fauteuil d'apostrophe, mais j'ai recours à votre imagination car ça le sera seulement tout à l'heure. Là, actuellement, c'est un triporteur. Vous savez ce que c'est qu'un triporteur? C'est un tricycle. Dedans, il y a une caisse dans laquelle on met des paquets et des colis. Quand il était rempli de bouteilles de vin et de sacs de pommes de terre, il fallait joliment appuyer sur les pédales pour le faire avancer, le triporteur de l'épicerie familiale. Pas tous les jeudis et dimanches matins, mais souvent je remplaçais ou j'aidais le commis pour des livraisons à domicile. J'étais alors dans les classes terminales à Lyon du lycée Ampère. Lorsque je sonnais chez des bourgeois lyonnais dont les garçons étaient mes camarades de lycée, moi je n'éprouvais aucun dépit social, aucune colère contre mon statut de coursier intermittent en fruits et légumes. Ce sont eux d'ailleurs mes copains qui parfois m'ouvraient la porte et dans une complicité rieuse m'aidaient à transporter les marchandises jusqu'à la cuisine. S'il y avait un escalier de service, j'étais certain de n'avoir affaire qu'à la bonne. J'entendais alors la voix de la maîtresse de maison lancer du fond de l'appartement « Si c'est le fils du patron, ce n'est pas la peine de lui donner un pourboire !» Ampère aurait été un lycée mixte, il l'est devenu depuis longtemps, mais à l'époque il ne l'était pas. Eussé-je marqué la même indifférence quand une fille de ma classe ou une copine de récréation se serait présentée à mon coup de sonnette, chargée d'un cajot de carottes, de patates, de haricots, de petits pois et de salades, j'aurais été gêné, peut-être humilié de n'être plus à ses yeux, surtout s'ils étaient beaux, qu'un potager ambulant. Même fine, l'épicerie n'a jamais fait rêver les filles. J'aurais alors été conscient de mon infériorité sociale. Je la ressentais dans le magasin quand je servais des mères accompagnées de ravissantes filles de mon âge, alors qu'avec les garçons, copains ou pas, je me fichais royalement d'être un fils d'épicier. Je frimais un peu sur le triporteur. Quand les livraisons n'étaient pas trop lourdes ou que je revenais à vide, je pédalais en sifflotant, le corps redressé sur la selle, les bras ballants. Je passais devant les épiceries concurrentes en leur jetant un regard de défi. Parfois, ailé par un voisin ou par un ami, je m'arrêtais et sans descendre du tricycle, je taillais une bavette. Il m'arrivait aussi de délester la cliente de quelques cerises dont je recrachais les noyaux d'un souffle voyou. Aux commandes de n'importe quel moyen de transport, même d'un modeste triporteur, l'homme est Apollon sur son char. Alors, j'ai employé l'expression « tailler une bavette » qui signifie parler d'abondance. Alors, c'est toujours intéressant, les expressions populaires, parce qu'on ne sait jamais trop où elles sont nées. La seule chose, la plupart, c'est le peuple qui les a inventées. Mais où, quand, comment? Souvent, les historiens, les linguistes, les psychologues ne sont pas toujours d'accord. Alors, par exemple, tailler une bavette, elle a 3 possibilités de naissance. Est-elle née, cette expression, dans les boucheries? En effet, tandis que le boucher taille la viande de bœuf, donc prépare taille dans la bavette, la cliente parle d'abondance avec la bouchère ou avec d'autres clientes. Est-elle née, cette expression, tailler une bavette, dans les palais de justice? En effet, au-dessus de leur robe noire, les avocats portent un rabat blanc flottant qu'on appelle une bavette. D'ailleurs, en argot, les avocats, on les appelle des baveux. Ou bien est-elle née, 3e possibilité, cette expression, dans les familles autrefois, et surtout à la campagne, quand une femme avait accouché, quelques semaines après, elle recevait des voisines ou des parents éloignés, et un après-midi, on mettait une bavette autour du bébé, autour de lui, on parlait d'abondance. Alors il semble maintenant que
eh bien, que les historiens, les linguistes, les psychologues et sociologues soient d'accord pour penser que finalement cette expression n'est pas née dans les boucheries, ni dans les familles, mais bien dans les palais de justice. Alors là, j'ai de nouveau recours à votre imagination. Il s'agit maintenant du chariot du train fantôme. Adolescent, puis jeune homme, je n'étais pas, mais alors pas du tout ce que j'allais devenir, un animateur, ni chef, ni meneur, plutôt réservé, assez romantique. J'avais des périodes de gaieté, de camaraderie espiègle et bruyante, mais heureux d'appartenir à un groupe, je n'en prenais jamais la tête, trop naïf, timoré, trop méfiant pour jouer les premiers rôles. Avec les filles, alors là, j'étais carrément timide. Pourquoi s'intéresserait-elle à moi? Qu'est-ce qui, dans mon physique ou ma conversation, pourrait les attirer et surtout les retenir? Rien, répondais-je. Mais le désir était le plus fort. Je tentais ma chance quand les circonstances me paraissaient favorables. À une époque où la sexualité méritait mieux que l'armée d'être appelée la grande muette, un baiser sur la bouche ou dans le cou, une main frôleuse tenait de la hardiesse. On prenait le risque de la gifle ou de la protestation sonore. C'est pourquoi je m'aventurais avec ma supposée coquette dans des musées de Lyon très peu fréquentés, comme le musée de l'Hôtel-Dieu. Mais dans ce musée de l'Hôtel-Dieu, la vision des crachoirs, des bols à saigner, des clistères, des pots en faïence sur lesquels étaient peints les mots latins de la pharmacopée du Moyen-Âge incitait plus aux infusions qu'aux effusions. C'est à la Vogue, ainsi appelle-t-on à Lyon la fête foraine, c'est à la Vogue que je découvris le lieu idéal pour mener à bien ma stratégie d'enveloppement de la jeune fille. Le train fantôme. Le couple prend place dans un chariot. Alors comme ça, c'est un chariot à deux, comme ça, deux places. Dans un chariot brinque-ballant qui s'enfonce dans la nuit d'un tunnel d'où surgissent, menaçants, des fantômes, des caïmans, des têtes de mort, d'énormes araignées qui descendent du plafond, des cercueils ouverts sur des macabées. Au rire sardonique et vocifération programmée de la machinerie s'ajoutent bientôt les cris de frayeur de la jeune fille. Elle cherche un secours. Elle n'a pas le choix. C'est moi. Nous nous serrons l'un contre l'autre et j'en profite alors pour l'embrasser et la caresser. Étant devenu un fidèle usager du train fantôme, j'avais remarqué la présence, debout sur une plateforme située à l'arrière du chariot, déguisé en ours ou en gorille, d'un homme dont la tâche consistait à gratter la tête de ses occupants, surtout de l'élément féminin. En même temps qu'il passait ses mains dans la tendre chevelure, il poussait des hurlements à vous glacer les sangs. La jeune fille n'en était que plus terrorisée, ce qui augmentait, s'il était possible, le contact de nos corps. Quand le chariot débouchait à la lumière de la vogue, bien entendu, je proposais à ma passagère un second tour immédiat. Certaines, soit parce qu'elles étaient scandalisées par mon stratagème, soit parce qu'elles avaient eu peur, se levaient et juraient que je ne les y reprendrais plus. D'autres, rieuses, cheveux en désordre, joues vermillons, étaient de nouveau partantes. Tout mon argent de la semaine allait y passer. J'étais fasciné par le gratteur de tête. Ma fréquentation assidue du train fantôme me permit de l'aborder un jour pour lui demander s'il gagnait ainsi sa vie. Mais oui, bien sûr, il touchait un salaire convenable pour effrayer les passagers. Mais c'était un métier saisonnier et quand la vogue faisait relâche, il devait trouver de petits boulots qu'il lâchait dès que le train fantôme revenait sur la place de Perrache ou sur le boulevard de la Croix-Rousse. Il me confessa qu'il lui arrivait parfois d'être troublé par le contact de certaines chevelures, en particulier les rousses. Je jugeais son activité si originale et plaisante que lorsque, à 23 ans, je profitais d'une période vacante de 6 mois pour écrire ce qui resta très longtemps mon unique roman, L'amour en vogue, je fis du gratteur de tête mon narrateur et principal personnage. Comme par hasard, il tombait amoureux d'une rousse dont la chevelure l'avait électrisé. Bien des années plus tard, alors que je faisais apostrophe, un journaliste me demanda quelle était au juste ma profession. Alors d'habitude, je lui répondais comme vous, je suis journaliste. Mais ce jour-là, je lui dis tout à trac, gratteur de tête.
devant l'air et Bobby du confrère. Je lui narrais la vogue, le train fantôme, le métier de gratteur de tête. Et j'ajoutais que c'était aussi ma fonction à la télévision. À la différence que je ne grattais pas chaque vendredi soir la tête des téléspectateurs pour les effrayer, mais bien au contraire, pour les séduire, leur activer la circulation du sang, stimuler le travail de leurs neurones, exciter le siège de leur curiosité et de leur intelligence, pour les encourager à lire. Gratteur de tête à la télévision, voilà quelle était ma profession. Je regrette de ne pas l'avoir écrit sur mes cartes de visite. Comme je regrette que le beau film réalisé sur moi par Bérangère Casanova pour la série de France 5 Empreinte n'ait pas été intitulé « Profession gratteur de tête ». Jeu de mots. Un jour, un serpent dit à une jeune et jolie couleuvre « I love you ». Alors, je sais, il y en a qui cherchent très très longtemps. On m'a signalé des cas de couples qui, au lendemain, au petit déjeuner, cherchaient encore ce que j'avais bien voulu pouvoir dire. Voilà. Vendange. Il n'y eut pas de vendange que je ne tombais amoureux. À 12, 15, 18, 20 ans, c'était chaque fois la même histoire, tandis que j'entrais dans la vigne pour la piller, la dévaster, une délicieuse poussée de fièvre me gagnait le cœur. C'était si fort que, aujourd'hui encore, adossé à un pressoir manuel laissé dans le cuvage pour la nostalgie, devant une aquarelle ou du noyer de Segonzague à fixer le mouvement d'un coupeur ou de deux porteurs, je ressens de l'ardeur et du plaisir. Je devrais plutôt, tant elle était aiguë, me remémorer la douleur qui, dès la première journée de vendange, limait les reins. Oh, inutile, ancien compagnon des matins frileux ou des soirées pluvieuses de septembre, de me rappeler les doigts gourds et entaillés, les bennes trop lourdes, la lente fatigue des mêmes gestes répétés, la tentation de renoncer devant les vignes sans fin chargées de tant de fruits. Inutile de me dire que c'était beaucoup de travail et de peine. Pour moi, il faisait toujours beau, j'étais amoureux, et le raisin déposait du sucre sur mes lèvres. Nos jeunesses, en particulier la mienne, étaient très contraintes. Les vendanges survenaient comme des entr'actes de liberté. C'est là que j'ai gagné mon premier argent. Nous étions enfin considérés et traités comme des adultes. Avant de retourner au collège ou au lycée, avant de replonger dans la discipline des familles, nous étions dans les vignes, les moineaux. Nous étions donc gais, affranchis, audacieux. Pour qui avait de la santé, de l'appétence, les vendanges étaient une magnifique école de sensualité. Il y avait les mains qui entraient par effraction dans les ceps, qui s'insinuaient entre les feuilles, glissaient, écartaient, saisissaient et ramenaient des grappes lourdes de sucre et de rosée, de soleil aussi. Il y avait le sentiment de plénitude que donne la profusion. Il y avait les joues barbouillées de jus de raisin, les doigts qui collaient au tablier, au pantalon, la peau salie, devenue rugueuse et délicieusement méphitique. Il y avait, rendues folles par la noria des seaux et des bennes, les guêpes ivres de gourmandise qui voulaient prélever leur part et qui, les après-midi chauds, rendaient dangereux notre commerce avec les raisins. Et il y avait des jeunes filles. Elles aussi gagnaient à la licence sucrée des vendanges. Oh, mais tellement lentement. Il y avait des femmes qui, penchées au-dessus des ceps, montraient d'opulentes poitrines. Certaines en short ressemblaient à Sylviana Mangano dans Riz amer. Aussi courbes et belles, non, bien sûr. Aussi capiteuses, désirables, fatales, oh, mais beaucoup, beaucoup plus. Une sexualité latente, dissimulée sous l'éducation chrétienne, soudain activée par la cueillette des fruits, me donnait une formidable énergie. Plus vite, vendanger toujours plus vite pour arriver le premier en haut de la vigne et pour aider l'élu, UE, qui coupait les raisins avec d'autant moins de célérité qu'elle était assurée de recevoir du secours. Flattée, un peu moqueuse, les raisons de mes bonnes manières ne lui échappaient pas, elle regardait s'agiter dans ses ceps le jeune homme éreinté, mais d'une vaillance insurpassable.
Elle ne se pliait plus que pour prendre entre deux doigts un grain rouge sombre et bien charnu qu'elle faisait éclater sur sa langue. Je me disais qu'elle aurait quand même pu faire un effort, ajouter au travail, même ralenti au mien. Et Dieu, oh Dieu, quel plaisir, quelle volupté, ce serait de vendanger côte à côte, assis sur nos talons, cachés par la vigne, comme engloutis en elle, nos mains se frôlant, se touchant dans les cèpes, ou, par une inadvertance calculée, nous irions saisir les mêmes raisins. Il arrivait que nous nous retrouvions à deux petits mecs pour l'aider. Abomination. Malheur cependant à celui qui, par dépit, aurait laissé la place à l'autre. Il fallait au contraire, le masque serein, redoubler d'ardeur, sans aller trop vite, car il était dans notre intérêt de rester le plus longtemps possible en sa compagnie. Le pire pouvait alors arriver. Laissant ses deux esclaves énamourés remplir son seau, elle allait bavarder avec un autre vendangeur, plus âgé, en retard, qui sifflotait dans sa moustache, qui n'aurait jamais fait tant de frais pour elle, et avec qui elle disparaissait entre les cèpes. Oh, on avait toujours l'espoir d'être plus tard récompensé au cours des danses qui suivaient le dîner, dans les granges où le foin servait de cachette et de matelas, au cuvage où, faisant un vœu, exprimant un souhait, on aura deviné lequel, nous buvions la main sur le cœur le premier vin tiède, doux, très sucré qui coulait à flot du pressoir. Dans le Beaujolais, on appelle ce vin bourru le paradis. Mais il ne remplaçait pas le 7e ciel. Alors voilà une jolie expression qui malheureusement est en voie de disparition. Les bagatelles de la porte. Alors cette locution, elle est née à la porte des vogues, des foires, des ducasses, des fêtes foraines d'autrefois. Une parade donc incitait alors le public à entrer. On l'alléchait par quelques tours, jongleries, exhibitions. Bon, ce n'était que des bagatelles de la porte, un modeste, très modeste avant-goût de ce qui attendait les chalands à l'intérieur. L'expression a ensuite fait florès dans les chambres à coucher. Elle y était d'autant plus à sa place que la bagatelle désigne aussi une aventure galante, le sexe, l'amour physique. Dans ce contexte-là, les bagatelles de la porte sont les préliminaires de l'amour, caresses et baisers qui précèdent l'acte charnel et le préparent. Cette expression n'est plus employée aujourd'hui que dans son acception sexuelle. Or, absente du petit Larousse et du petit Robert, elle figure bien dans le Grand Robert et surtout dans la dernière édition du dictionnaire de l'Académie française. Mais dans ce dictionnaire de l'Académie française, sans aucune référence à la sexualité. Oubli déplorable et absurde. Tous les académiciens ne sont pas des hussards qui dégainent sans sommation. Il en est beaucoup qui, au déduit, sont passés ou passent encore par les bagatelles de la porte. Alors, j'étais à l'émission à la Grande Librairie avec Jean d'Ormesson, qui était à mes côtés, et la conversation est justement venue sur ces bagatelles de la porte. Alors j'ai dit à Jean d'Ormesson, alors bravo, c'est bien, vous avez retenu cette expression dans votre dernière édition du dictionnaire de l'Académie française, mais alors je ne comprends pas, parce que vous ne faites allusion en rien à son acception sexuelle, la seule qui aujourd'hui est court. Pourquoi? C'est un oubli ou c'est par pudeur? Et Jean d'Ormesson m'a répondu « Oh, vous savez, à l'Académie française, le sexe, maintenant c'est prostate, prostate, prostate !» Femme. La beauté de la femme est la seule preuve de l'existence de Dieu. Le sexe des femmes est l'une des preuves les plus dissimulées et les plus flagrantes de la subtilité de la création. La peau si douce des femmes est la preuve la plus répandue et la plus tangible que le monde est bon. Le sourire des femmes est la preuve qu'il ne faut pas avoir peur. Les seins des femmes sont la preuve que Dieu a des mains de sculpteur. Toutes les lèvres des femmes, apparentes et cachées, sont la preuve que les mots, publics ou intimes, naissent nécessairement du rapport à l'autre. Les mains des femmes, bijoux sur bijoux, sont la preuve
qu'il ait des redondances bienvenues. Juchées sur des talons hauts, les jambes des femmes sont la preuve que l'homme a su ajouter à l'excellence de la création. Les yeux des femmes sont l'une des preuves de l'existence du diable. Alors voici un mot que vous ne trouverez pas dans vos dictionnaires parce qu'il n'a été utilisé qu'une seule fois par Colette. Et Colette, que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Colette, et il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance de lui succéder à au premier couvert de l'Académie Goncourt. Et donc un jour, Colette écrivait une chronique pour Marianne, c'était en novembre 1932, et comme ça, au fil de sa plume, elle a inventé le mot fragonarde. Donc c'est un mot qui désigne une femme sensuelle avec des rondeurs telles que Fragonard, évidemment, les a peintes dans ses tableaux libertins, dans ses scènes galantes. Et elle ne l'a employé qu'une seule fois d'ailleurs, Colette, comme ça. Et moi, au fond, je suis le second à l'employer, ce mot magnifique. Alors je vais vous lire la citation dans laquelle Colette a inventé ce mot. « Telle beauté que nous avons, nous, ces aînés de 15 ou 20 ans, connue délicieusement qu'amuse, la lèvre courte, une fossette à chaque coin de bouche, et fragonarde comme pas une, nous la retrouvons grandie, osseuse, avec un profil de cheval luxembourgeois. » C'est Colette, hein, c'est pas moi. Fin de citation. Ah, qu'elles étaient pulpeuses et lascives, nos fragonardes d'une nuit, d'un été ou d'une année. La chambre exhalait des odeurs de suc jaillies des grottes, de peau frottée à l'impatience, puis caressée au savoir, d'amour exalté par l'amour. Un dernier coup d'œil avant de tirer la porte sur les draps chiffonnés à la fragonard. Alors voici un mot qui est dans tous les dictionnaires, qui malheureusement est un très joli mot, qui n'est pas très connu, c'est bien dommage, c'est le mot affiquet. A-2-F-I-Q-U-E-T. Non, le très modeste petit bijou que je lui ai offert, ce n'était pas une babiole, ni un colifichet, ni un brimborion, ni une breloque, ni une pacotille, ni un de ces affutiaux qui sont proposés sur les trottoirs, ni un fifrelin, ni une bagatelle, quoique ce mot soit assez gracieux, et encore moins de la camelote ou du toc. Non, c'était un affiquet, mot qui ajoutait de la rareté, du chic et de la valeur à cette broche de rien du tout que j'ai accrochée au revers de sa veste. C'est toujours pas le fauteuil d'apostrophe. C'est le fauteuil dans lequel il y a eu un miracle. Et comme je suis ici dans une région viticole, grande région viticole, vous allez comprendre l'importance de ce miracle. C'est le miracle du Beaujolais. Ce fut en effet un miracle qui me fit me spécialiser dans le journalisme littéraire, alors que mon inculture dans ce domaine aurait dû, en toute justice, m'en écarter. Et c'est au Beaujolais, oui, je sais, c'est à n'y pas croire, que je dois cette faveur du destin. Voici comment. J'avais 23 ans et j'en avais fini avec le service militaire. Arrivé à Paris, de Lyon, par le train de 14 heures, je me rendis aussitôt rue du Louvre, au centre de formation des journalistes, CFJ, dont j'étais l'ancien élève et qui recevait des demandes pour des postes de stagiaire. Si j'avais un souhait, oui, le quotidien L'Équipe. Claire Richet, directrice du CFJ, me dit qu'elle n'y connaissait personne, mais que le matin même, elle avait refusé une place de débutant au Figaro littéraire, n'ayant aucun nom à proposer. Si la place était toujours libre, oui, bien sûr, cela me conviendrait, mais moi je n'étais pas sûr de convenir au journal. Ah, débrouillez-vous. J'eus un rendez-vous le soir même. Le Figaro et le Figaro littéraire étaient alors somptueusement logés avec l'imprimerie en sous-sol au rond-point des Champs-Élysées, dans l'ancien hôtel particulier du parfumeur Coty. Maintenant, il y a Adidas et Banana République. Sous les lambris dorés, je fus reçu par le secrétaire général de la rédaction, Jean Sénard, qui, avec vaillance et humour, représentait la SFIO. Alors, je le dis pour les plus jeunes, la SFIO, c'était le nom du PS dans les années 50 et 60, et bien avant. Alors, il représentait la SFIO dans les élections du 8e arrondissement à Paris, où il n'avait vraiment jamais aucune chance d'être élu. Alors ça, non. Il était lyonnais. Ah, je vis là un heureux présage.
Il m'expliqua que j'allais être reçu par le rédacteur en chef, Maurice Noël, qui avait été un ami de Paul Claudel et de Paul Valéry, homme d'une carrure aussi imposante que sa culture, d'un abord impressionnant. Je ne devais justement pas me laisser impressionner, car l'homme, apparemment bourru, rêche, tout d'un bloc, avait un cœur généreux. C'était bien vu, quoique la partie de son corps qui retint tout de suite mon attention quand j'entrai dans son bureau fut ses épaisses mains de bûcheron, l'une ayant broyé la mienne. Un jour, beaucoup plus tard, que je montrais une très très légère impertinence à son égard, il me saisit par le fond de mon pantalon, me souleva et me jeta dehors. Moins d'un quart d'heure après ces bouffées de colère, il priait ses victimes de l'en excuser. Nous n'en étions pas là. Nous en étions à mes lectures. Mes réponses l'attristaient de plus en plus. Les mémoires d'Adrien, non, je n'avais jamais entendu parler de Marguerite Yourcenar. Et 20 ans après, je ferai aux États-Unis un tête-à-tête avec elle. L'amour et l'Occident de Denis de Rougemont, je n'en pensais rien parce que je ne l'avais pas lu. Il énuméra une douzaine de noms et de titres. Il me semble me rappeler qu'il y avait Roger Martin Dugard, les Fleurs de Tarbes, Monsieur Teste, auquel j'opposais un silence de plus en plus honteux. À la fin, ironique, il me demanda s'il m'arrivait de lire. Alors oui, c'est vrai, je lisais quand même un peu, non, bien sûr. Alors je lui ai cité, c'était vrai, je lui ai cité Félicien Marceau, Antoine Blondin, et puis alors surtout un nom que j'aurais jamais dû prononcer au rond-point des Champs-Élysées au Figaro, Aragon. De toute façon, c'était bien maigre pour un jeune homme supposé être un fou de lecture et qui, imaginait-il, ambitionnait depuis la maternelle de faire carrière dans le journalisme littéraire. Il était clair que je ne faisais pas l'affaire. J'avais hâte d'en terminer. Maurice Noël me demanda alors, probablement pour ne pas clore cet examen oral sur une fin de non-recevoir brutale, si j'étais parisien ou provincial. « Je suis lyonnais », lui dis-je. Il me raconta qu'au début de l'occupation, le Figaro s'était replié en zone libre, à Lyon, en dépit de la tristesse qu'il éprouvait à voir la France battue et humiliée, et des difficultés à faire un journal qui ne fût pas indigne à la fois de ses rédacteurs et de ses lecteurs. Il avait gardé un excellent souvenir de la ville de la Bellecordière. C'est d'ailleurs rue Bellecordière, mais aussi rue des Marronniers, place des Célestins, qu'il fréquentait des bouchons où le soir, après le bouclage, quand il y en avait, que je vous rappelle c'était la guerre, il se régalait de Jésus, de cochonailles, et même une fois, m'a-t-il dit, d'un tablier de sapeur. Oh, ça je connaissais. Toujours arrosé, ajouta-t-il, de délicieux Beaujolais. « Ah, vous aimez le Beaujolais ?» lui demandai-je, revenu de ma déroute, le sourire retrouvé. « Oui, beaucoup, s'il est bon. » Et je m'entendis dire du ton le plus naturel du monde à cet homme physiquement et intellectuellement si impressionnant, si intimidant, que je ne connaissais pas un quart d'heure auparavant, que je ne reverrai sans doute jamais. Mes parents ont une petite propriété dans le Beaujolais, enfin ma mère. L'œil de Maurice Noël frisa aussitôt. Pour la première fois, je l'étonnais, je l'intéressais. Ils font du bon Beaujolais? Oh, ce n'est pas eux qui le font, ils ont un vigneron. Et son vin est considéré comme un des meilleurs, dis-je avec l'assurance d'un vieux connaisseur. On peut en acheter? Bien sûr. Ah, serait-il possible d'avoir l'un de ces petits tonneaux de 10 ou 20 litres? Ah, comment les appelle-t-on dans le Beaujolais? Des caquillons, lui dis-je. Ah, voilà, un caquillon. Payant, cela va de soi. Oh, rien de plus facile, lui dis-je. Dans 8 jours, vous l'avez. Eh bien, convenons que je vous prends à l'essai pour une période de 3 mois. Vous commencez lundi. Il devait être à peu près 19 h. Il se leva, saisit sur la cheminée 2 ou 3 livres qu'il me tendit en me demandant de les lire sans attendre. Ce que je fis dès le soir même. Je n'ai plus depuis relevé la tête. Une quinzaine de jours après, Maurice Noël entra dans le salon de la rédaction et de sa voix nasillarde, si présente encore à mon oreille, il lança très fort « Ah, Bernard Pivot, le Beaujolais de vos parents, quelle merveille !» Jean Sénard et les autres journalistes du Figaro littéraire me dirent que, sauf paresse et sottise, dont je montrerai des signes caractérisés, la déclaration de Maurice Noël avait valeur d'engagement définitif. Guillemets. Mot si singulier qu'on le met toujours au pluriel. Comme les testicules, les frères Lumière, les lits jumeaux, les pôles et les lièvres courus à la fois, les guillemets vont par deux. On les ouvre et on les ferme.
On les ouvre quand une personne ouvre la bouche et on les ferme quand elle la ferme. C'est le signe graphique de ce qui est rapporté, une conversation, une citation, une transcription. Analogue au presse-livre, les guillemets sont des presse-mots. Ils en emprisonnent quelques-uns qui ont été capturés à l'extérieur dans des textes ou dans des dialogues. Mais bien loin d'être asservis, ces mots sont mis en valeur. Les guillemets leur donnent de l'importance. Ils sont un signe de référence, d'authenticité. Parfois, un seul mot est mis entre guillemets. C'est un bijou ou une grenade dégoupillée, un tatouage ou une cicatrice, une rose ou un chardon. Le lecteur ne peut pas le rater. Ma première émission littéraire à la télévision s'intitulait « Ouvrez les guillemets ». Tout ce qui était dit pendant 70 minutes était donc entre guillemets. Quand l'un de mes invités ou moi lisions un texte ou faisions une citation, nous ouvrions des guillemets à l'intérieur des guillemets. Déjà, je vivais au crochet de la littérature. On ne sait jamais comment terminer une émission. Bonsoir à tous, à la semaine prochaine. Bon, c'est banal. Alors qu'il était original et plaisant de conclure ainsi. Bonsoir à tous, à la semaine prochaine. Fermez les guillemets. Ah, j'aimais beaucoup faire les mots croisés de Robert Scipion dans le Nouvel Observateur. Et un jour, là, que je faisais une grille, proposait un mot de 11 lettres à trouver. Et la définition qu'il avait donnée, c'était pour honorer les lettres, pour les supprimer. Bon, je n'ai pas mis trop de temps à trouver que c'était apostrophe. Écrivain. On ne le devient pas, on est écrivain. L'encre précède l'existence. Le Mac précède les nouveaux Balzac. On ne sait pas pourquoi des hommes et des femmes attrapent des gènes bizarres qui se sont fait la tête de Proust, de Camus, de Simone de Beauvoir, de Sartre ou de Claude Simon. On ne sait pas. Un soir, vers l'âge de 8 ou 10 ans, ils annoncent à table « Je serai écrivain ». Une voix jadis leur répondait « Mange ta soupe au lieu de dire des bêtises ». De nos jours, bois ton coca au lieu de raconter des conneries. Nés Verseau, ascendant Pléiade, comment ne croiraient-ils pas à leur destin littéraire? Certains, cependant, ne naissent pas écrivains, ils le deviennent. Pour passer à la télé, pour décrocher le Goncourt et le respect de leurs fournisseurs, pour entrer dans le Wouzou ou à l'Académie française, pour séduire une femme inaccessible ou un homme distrait. Ces écrivains-là ne sont pas les meilleurs, car l'ambition des vrais est simplement de s'épater eux-mêmes en traçant chaque jour un mot juste. Les écrivains se drapent dans leur style, ou le tendent comme un passeport. Ils espèrent voyager avec le plus longtemps possible, jusque dans ce pays improbable, à la démographie maigre et toujours fluctuante, où l'on mange bio et biblio, la postérité. Les mots sont à tout le monde, mais enfin quand même, reconnaissons-le, ils appartiennent quand même un petit peu plus aux écrivains. Bah oui. Ils les chopent quand ils passent devant ou dessus ou derrière eux, puis ils les rangent dans des ordinateurs ou directement sur des feuilles blanches, suivant un ordre mystérieux, parfois complexe, qui relève de la syntaxe, de la grammaire, de la météorologie, du moral des ménages, du confort du siège et de la chance. Avec les mots, les écrivains font des métaphores, des antonomases, des chiasmes, des euphémismes, des hypalages, des zeugmas et bien d'autres choses étranges qui échappent au vulgum pecus comme lui échappent les points d'une tapisserie. Il n'est pas de métier qui n'ait son vocabulaire technique. Comment les écrivains n'auraient-ils pas le leur d'un genre particulier puisqu'ils emploient des mots pour désigner d'autres mots qu'ils emmanchent et goupillent suivant leur fantaisie. Les écrivains restent toute leur vie de grands enfants qui se disputent les meilleurs oxymores et les plus subtils synecdoques. Ah, je vais bien vous étonner en mettant une cravate. Alors je vous explique pourquoi. Alors quand on regarde les premières éditions d'Apostrophe, alors on voit que tout le monde fume, et que, sauf moi, et que tous les hommes portent une cravate, à peu près, sauf Bernard-Henri Lévy, qui a déjà sa chemise blanche très échancrée.
Et puis 25 ans, 28 ans après, alors quand on regarde les dernières émissions de Bonne Culture, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que plus personne ne fume, parce que c'est interdit, évidemment. Et puis les hommes ne portent plus la cravate, sauf moi. Alors, un jour, je me suis dit, bon, je vais faire peut-être comme tout le monde, je vais enlever ma cravate. Et puis, je me suis dit, ah, tu vas vouloir jouer les genoux comme ça. Ben non, tu as toujours une cravate, bon, garde-la. D'autant plus que ça ne me dérange pas du tout, au contraire même d'avoir une cravate. Alors, je la remets ce soir parce que les écrivains que je vais évoquer devant vous, puisque maintenant on est dans le fauteuil d'apostrophe, alors ces écrivains-là, bien... je les ai tous invités, je les ai tous interrogés. J'avais une cravate. Alors, à la fois par nostalgie et puis par raccord au passé. Voilà. Alors, je vais commencer par Henri Vincenot. J'adorais Henri Vincenot et j'en avais fait mon chouchou, je l'ai d'ailleurs dit à l'antenne. L'invitant même quand son nouveau livre était à l'évidence inférieur à la Bilbaude ou aux Mémoires d'un enfant du rail. Avec son crâne déplumé de vieux berbère, ses célèbres moustaches gauloises, ses gilets de laine tricotés par sa femme, son accent rocailleux de bourguignon, Vincenot était d'une irrésistible drôlerie. On ne pouvait lui en vouloir de tenir parfois des propos un peu machistes ou de se camper en fiefé réactionnaire, car quoi qu'il dise, c'était avec truculence, avec humour, avec la roublardise du pisteur de sanglier ou la sagesse du cheminot. On nous croyait amis, familiers l'un de l'autre, et c'était faux. Je n'ai jamais fait le voyage de Commarin, son village de Haute-Bourgogne, et en dehors d'apostrophe, je ne l'ai rencontré qu'une seule fois lors d'un déjeuner au restaurant Greuze à Tournu. J'étais convaincu qu'il ferait un centenaire magnifique, que des files de jeunes écolos viendraient lui demander le secret de sa santé et de sa bonne humeur. Mais il ne s'était jamais remis de la mort de sa femme, qu'il aimait tendrement, et moins de 2 ans après elle, il s'en est allé. J'entends encore me parler de la fierté des Bourguignons. C'est-à-dire qu'ils ont une fierté à rebours. Ils aiment dire moins pour qu'on comprenne plus. Ce sont les chevaliers de la litote, les Bourguignons. À une jeune fille qui venait de passer sa nuit de noces, on demande avec finesse « Alors, ça s'est bien passé ?»« Ah bah, j'y déteste pas tant. » Ça, c'est Bourguignon. Elle n'a pas dit « j'aime ça », non, elle a dit « j'y déteste pas tant ». Georges Simenon. Alors que, c'est vrai, j'étais un peu ému devant Solzhenitsyn, Yourcenar, Jouandeau, Bercoët, Lévi-Strauss et d'autres. Pourquoi ne ressentais-je aucune appréhension, aucune émotion, hormis la fierté qu'il ait accepté de me recevoir, devant Georges Simenon? Avec le réalisateur Nicolas Ribowski et les techniciens de la SFP en octobre 81, je suis entré dans la maison de Simenon à Lausanne, comme si j'allais serrer la main de l'un de ces innombrables retraités sans manière dont il avait fait les anti-héros de ses romans. Simple, cordial, avec sa chemise américaine et le lacet qui lui tenait lieu de cravate, sa légendaire pipe au bec. Il m'accueillit comme si j'étais non pas le journaliste à qui il avait promis la dernière grande interview télévisée de sa vie, mais un ami parisien de passage en Suisse et avec lequel il allait de soi qu'il pourrait bavarder de choses et d'autres pendant 1 heure sans que cela portât à conséquence. Les caméras tournaient déjà et c'est parce qu'il y avait entre nous, autour de nous, cette absence de dramatisation, ce climat bonhomme et serein que je pris comme des coups à l'estomac ses confidences sur le suicide de sa fille Marie-Jo, sa bonasse impudeur. Il passait aux confidences et aux aveux. Il se mettait à nu. Il le faisait aussi dans ses mémoires intimes, mais les mots restaient figés sur le papier, alors qu'il claquait dans sa salle de séjour propre et tristounette. Et j'eus soudain l'impression d'être le commissaire Maigret qui cuisine un suspect, qui va craquer, ça y est, qui craque, et dont le regard se brouille de larmes retenues. Ayant revu l'émission le lendemain de la mort de l'écrivain, je me suis reproché d'en avoir trop fait. Ayant lu à Simenon le passage où il raconte la suicide de sa fille et précise la nature du pistolet, un 22 à un seul coup, je lui demande 2 fois si ce texte a été écrit par le père de Marie-Jo ou par le père du commissaire Maigret. Quand je renouvelle ma question, je vois bien que mon insistance lui fait mal et qu'il la trouve cruelle et déplacée. Pardon, monsieur Simenon.
Vladimir Nabokov, l'auteur de, vous le savez, de Lolita. Alors l'espoir de convaincre Vladimir Nabokov de paraître et de parler à la télévision était mince, très très mince. Il n'avait accepté d'être filmé que dans son passe-temps estival de chasseur de papillons, plus une petite interview à lecture pour tous. Je me décidais cependant à lui rendre visite dans le vieux palace de Montreux où il vivait avec sa femme, brouillé avec tous ces correcteurs qu'il décourageait par sa parfaite connaissance du français. Alors sa première langue c'était le russe, la seconde c'était l'anglais et la troisième c'était le français. Or, je l'ai entendu dans une chambre d'hôtel engueuler vraiment au téléphone l'un de ses correcteurs parce qu'il ne connaissait pas un mot français. Alors, il lui disait, écoutez, ce mot, vous devriez le connaître. Il est dans Émile. Alors, quand il a raccroché, je lui ai dit, mais c'est qui Émile ? Elle me dit, ah non, pas vous. Et alors, Émile, c'était Émile Littré, le lexicographe du 19e siècle. Et il parlait de Littré, dont il connaissait parfaitement le dictionnaire, exactement comme s'il était l'un de ses voisins ou l'un de ses amis à Montreux. Oui. Alors, il faut dire qu'il avait un fichu caractère, hein, Nabokov. Mais moi, j'étais prêt à essuyer toutes les tempêtes pour amener cet écrivain génial sur le plateau d'Apostrophe. Il était environ 15 heures. Nabokov avait fait une petite sieste. Il était d'excellente humeur. Et comme j'étais arrivé au moins 1 heure avant, j'avais rencontré sa femme. Et nous avions sympathisé. Donc, ça sert bien, ces choses-là, même. Du premier salon où nous commencions à bavarder, nous avons été chassés par l'accordeur de piano. Réfugié dans un autre salon, encore plus vaste que le premier, nous n'avons pas remarqué qu'il contenait aussi un piano. L'accordeur est venu lui administrer ses soins, de sorte que nous avons dû encore nous lever et fuir dans un 3e salon. Sans instrument de musique, celui-là, nous avons d'emblée vérifié. Nabokov était-il ravi ou irrité par l'incident ? Peut-être le romancier songeait-il à s'en servir. En tout cas, moi, charmé, subjugué par cet homme puissant, ironique, drôle, d'une culture prodigieuse, je me jurais, quoi qu'il m'en coûtât de patience et de câlinerie, de le capturer dans mon filet à écrivain. Alors je l'entends me dire ceci. « J'ai horreur de l'improvisation. Je n'ai jamais lâché 10 mots à mes élèves ou en public que je n'ai soigneusement pesé et écrit. » Et c'est vrai, j'ai eu la chance de voir un manuscrit d'un des cours qu'il donnait dans les universités américaines, et tout était écrit du début jusqu'à la fin. Alors je lui dis, écoutez, monsieur Nabokov, je vais faire avec vous ce que je n'ai jamais fait avec personne et que je ne referai sans doute jamais. Je vous enverrai le texte de mes questions. Et j'y répondrai par écrit. Je lirai mes réponses devant les caméras. Alors je lui dis, oh non. Arrangez-vous pour m'installer à un bureau dont le devant sera garni d'une muraille de livres qui masquera mon texte au public. Je suis très adroit dans l'art de faire accroire que je ne lis pas vraiment et que même à l'occasion, mes yeux vont chercher l'inspiration au ciel. Ainsi fut fait en direct le 30 mai 1975. Il avait demandé qu'on lui servît un whisky d'une certaine marque et afin de ne pas donner un mauvais exemple à ceux qui regarderaient l'émission, il avait exigé que le whisky fût dans une théière. Je m'entends lui dire « Encore un peu de thé, monsieur Nabokov ?» Son numéro de faux interviewé terminé, il était heureux comme un magicien qui a sorti des foulards de ses doigts, des lapins de son chapeau et qui a charmé et dupé la salle. Avec des mots et des phrases, il avait réussi le même exploit. 2 ans après, Vladimir Nabokov mourait. Il avait 78 ans. Je revois l'accordeur de piano. J'entends les notes frappées par son index qui insiste. Toc, 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 toc. Je revois surtout le beau sourire un peu moqueur de Nabokov. Et je l'entends dire « Fuyons, le bruit terrassera le monde ». Marguerite Yourcenar. À l'écoute des réponses de Marguerite Yourcenar, c'était en décembre 1979, de ces mots qui tombaient justes, de ces phrases pleines, tenues, charnues, et cependant gracieuses et ondoyantes, jamais je n'ai autant éprouvé la conviction que je parle mal. Contre la haine. Ah, alors ça, c'était le titre d'un très cosmopolite bouillon de culture qui réunissait, vous allez voir, Roberto Benigni, metteur en scène italien de La vie est belle, Émile Choufani. Alors Émile Choufani, personnage extraordinaire, parce que c'était un Palestinien, chrétien, de nationalité israélienne
et curé de Nazareth. George Steiner, philosophe et écrivain juif anglais, un intellectuel européen que j'ai souvent invité. Et enfin Gottfried Wagner, arrière-petit-fils de Richard, dénonciateur de l'antisémitisme de sa famille. Hormis moi, pas un seul Français, mais tous s'exprimaient dans la langue de Molière. Entre ces 4 fortes et si différentes personnalités, il y eut, contre la haine, contre la bêtise, pour l'intelligence et la fraternité, des échanges à la fois brillants et profonds et savoureux qui, je vous l'accorde, n'ont pas changé la face du monde, malheureusement, mais qui faisaient rudement plaisir à entendre. Et je me souviendrai toujours de Roberto Benigni parce que c'est la seule fois que cette scène s'est passée en 28 ans d'émission en direct. Roberto Benigni qui écoutait, comme nous tous, fasciné, le dialogue du curé palestinien avec le philosophe juif anglais. Et puis, comme le temps était arrivé de lui donner la parole, à lui, Roberto Benigni, il me demanda de l'oublier pour que les 2 autres continuent leur mutuel et chaleureux questionnement. Le corps, justement. À propos de Nabokov, ce qui fut peu dit, c'est que, souffrant de la prostate, il avait demandé qu'un urinoir de secours fût installé derrière le décor. Il n'aurait eu que quelques mètres à faire pour pisser discrètement, tandis que la caméra serait restée sur Gilles Lapouche, qui faisait l'émission avec moi. Nous aurions échangé quelques propos sur le maître en attendant son retour. Nous n'avions rien préparé parce que j'étais certain que la prostate de Nabokov le laisserait tranquille pendant plus d'1 heure. D'ailleurs, l'émission terminée, il bavarda encore longuement avant de se rendre aux toilettes de tout le monde. Mon optimisme se fondait sur la capacité de notre corps à relever un défi dans des circonstances exceptionnelles. La force du mental est telle que, provisoirement, bien sûr, et pour un temps limité, il remet de l'ordre là où se sont installés des troubles organiques. François Perrier, grand comédien, m'a raconté que plusieurs fois, il avait joué sur scène avec une grippe et une forte fièvre, celle-ci disparaissant miraculeusement au lever de rideau et reprenant possession de lui dès la fin des applaudissements. J'ai fait la même expérience lors de mon tête-à-tête en direct avec Marguerite Duras. Toute la journée, fiévreux, hanté par l'un de mes 2 ou 3 énormes rhumes annuels, n'ayant cessé vous savez, d'éternuer, de moucher, de cracher, de tousser, de pleurer, de transpirer, je craignais d'offrir un triste spectacle à ma prestigieuse invitée que je rencontrais pour la première fois. Quelques médicaments absorbés 1 heure avant l'émission, mais surtout, ce fameux orgueil du corps qui ne veut pas lâcher son propriétaire quand se joue en public une partie importante, me rendirent à mon état normal dès que j'entrais dans le studio. Pas un éternuement pendant l'émission, pas une toux, le nez sec, une gorge de velours, le mouchoir inutile. Mais dès que je lui dis « Bonsoir à tous, à la semaine prochaine » et que le réalisateur eut lancé le générique de fin, toutes les vannes de ma pauvre tête cédèrent. Stupéfaite, Marguerite Duras me vit en un instant me transformer en déflagration, écoulement, éructation et tentative d'écopage. Elle me demanda ce qui m'arrivait, je lui répondis, une main devant la bouche, les yeux humides, que grâce à elle, je venais de passer 1 heure vraiment agréable, très très agréable, en bonne santé, et que je l'en remerciais. Une crise de colique néphrétique m'assaillit 48 heures avant une émission d'Apostrophe. Le chirurgien me dit que si je voulais être présent sur mon plateau le vendredi soir, il ne pourrait me retirer le fâcheux calcul que le samedi. Entre-temps, seules des injections de morphine calmeraient la douleur, qui est insupportable, mais qui n'est pas permanente, disparaissant aussi mystérieusement qu'elle réapparaît avec violence. Je l'assurais que pendant l'émission, le caillou me laisserait tranquille, ma volonté imposant à mon corps de prendre toutes les dispositions pour le bloquer dans un endroit où il se ferait oublier. Le médecin, évidemment, ne voulut pas courir le risque. Il installa dans l'un de mes avant-bras un cathéter par lequel, assis au premier rang du public, il m'aurait injecté discrètement, hors caméra, une dose de morphine en cas de réveil soudain de la douleur. Comme je l'avais prévu, elle ne réapparut qu'après l'émission, quand j'arrivais à l'hôpital. Quelque part, Octavio Paz dit que nos corps sont des hiéroglyphes sensibles. Bon, c'est pas le tout.
Dictée. Ah, oui, dictée. Bon, la directrice du théâtre, Jean-Pierre, vous a distribué un support, du papier et un crayon? Vous avez rien? Ah, ben elle m'avait promis pourtant de... Ah bon, vous n'avez pas? Oh, ben vous avez... Oh, elle a été gentille avec vous, hein. Ah oui, elle était prévenante, hein. Ah bon, bah écoutez... Alors, elle est très courte, hein, cette dictée, elle est très courte. Alors, vous la faites mentalement, voilà, comme ça, d'accord? Bon, alors allons-y. Dans un mois en R de l'an 2011 de notre ère. Dans un mois en R de l'an 2011 de notre ère. Virgule. Un pauvre R sur une aire d'autoroute. Point. Un pauvre R sur une aire d'autoroute. Point. Le fond de l'air est frais. Le fond de l'air est frais. Point. Il observe à l'orée du bois tout proche l'air d'un oiseau de proie. Il observe à l'orée du bois tout proche l'air d'un oiseau de proie. Et surtout un air magnifique qui a déjà un grand air et qui broute des airs. Et surtout un air magnifique qui a déjà un grand air et qui broute des airs. Point final, je relis. Dans un mois, en R de l'an 2011 de notre ère, un pauvre R sur une aire d'autoroute. Le fond de l'air est frais. Il observe à l'orée du bois tout proche l'air d'un oiseau de proie et surtout un air magnifique qui a déjà un grand air et qui broute des airs. Point final. Combien de fautes? Monsieur, combien de fautes? Zéro faute. Mais combien de zéro faute? Combien de zéro faute? Combien de zéro faute? Oh, écoutez, il y avait zéro faute. Oh, non, vous êtes trop modeste. J'étais en Belgique il n'y a pas très longtemps, la moitié de la salle a levé le bras. Alors je sais que les grands grammairiens sont tous des Belges, mais quand même. Non. Oh, bon, vous êtes trop modeste. Ah oui, si vous êtes trop modeste. Bon. Ah, voilà un mot magnifique. Ah, c'est un mot extraordinaire. C'est le mot égo. E-G-O. Mot masculin, forcément. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah oui. Mot invariable. Ah. Bah oui, parce qu'un égo ne varie jamais. Vous n'allez pas mêler un égo à d'autres petits égos, à des moi subalternes. Bah non. Donc jamais de S à égo. Oh, malheureux. Et puis pas d'accent sur le E. Parce que si vous mettez un accent sur le E de égo, vous commettez un pléonasme. Puisqu'il est dans la nature même de l'égo de toujours mettre l'accent sur lui. Alors, vous savez que j'aime beaucoup la langue française, mais je reconnais quand même parfois elle n'est pas très logique, hein, elle est même bizarre. Hein. Je vous donne un exemple, par exemple, ex-femme, ex-mari, il faut mettre des traits d'union. C'est un peu bizarre parce qu'ils se sont engueulés, ils ont divorcé, et il faut continuer de mettre ex-mari, ex-femme, trait d'union, c'est pas croyable. Est-il normal, par exemple, que le mot féminin soit du genre masculin? Est-ce que nous accepterions, nous les hommes, que le mot masculin soit du genre féminin, la masculin? Et c'est vraiment un miracle de la nature que le masculin et le féminin puissent engendrer. Ah oui. Autre exemple comme ça de choses bizarres, quand j'étais adolescent, je suivais avec passion le Tour de France, et ma famille aussi, mais vous avez compris, probablement par les textes que j'ai dit, que ma famille était très croyante, très pratiquante. Et donc nous avions une idole, une icône, c'était un Italien, c'était Gino Bartali, dit Gino le Pieux. Grand champion, mais alors, et les jours de repos du Tour de France, il allait à l'église entendre la messe, puis il a obtenu beaucoup de maillots jaunes, puisqu'il a gagné le Tour en 38 et en 48, et donc il allait offrir ses maillots jaunes à la Vierge Marie, dans les chapelles, dans les cathédrales. Enfin voilà, dans ma famille, on était en adoration devant lui, on adorait Gino le Pieux. En revanche, nous n'aimions pas du tout son rival. Ah, mais pas du tout. C'était un autre Italien, c'était Fausto Coppi. Ah non, nous ne l'aimions pas du tout. Pourquoi? Parce qu'au scandale de l'Italie et de la France, lui qui était marié, il vivait au vu et au su de tout le monde avec l'épouse d'un directeur de l'Union cycliste internationale,
très jolie femme qu'on appelait la Dame Blanche. Alors dans ma famille, ça ne plaisait pas du tout, mais alors pas du tout. Et alors, on avait surnommé Fausto Coppi, Fausto le pieu, le lit. Et alors vous voyez que la langue française est un peu bizarre parce que vous savez que le X est devenu la lettre qui symbolise la pornographie. Eh bien, Gino le pieu prend un X et Fausto le pieu n'en prend pas. C'est pas normal. Vous prenez une voyelle, un E, vous ajoutez une deuxième voyelle, un A, une troisième voyelle, le U, et vous obtenez phonétiquement une quatrième voyelle, EO. Magique, hein? Ah ouais. Peut-être pas pour les étrangers qui apprennent notre langue, hein? Pour qui la prononciation de O ne coule pas de source. Ouh là, non. Mais ils sont ensuite rassurés par notre logique, lorsqu'ils constatent que le ruisseau, le chéneau, le caniveau, le seau, le bateau, le radeau, le maquereau, le carpeau, le château d'eau sont en conformité avec l'écriture de leur liquide existentiel. Jusqu'au jour où ces étrangers s'aperçoivent, sans que ce soit la faute à Rousseau, hein, que lavabo, cargo, canot, aviso, lamparo, calypso ne bénéficient pas de l'eau courante. En conclut-il que le français va à volo? Alors sur le vin, tous des connaisseurs ici, une seule citation, elle est de Robert Sabatier, qui était à l'Académie Goncourt avec moi, qui hélas nous a quittés il y a 2 ans. Robert Sabatier a dit ceci: « Il faut s'efforcer d'être jeune comme un Beaujolais et de vieillir comme un Bourgogne. » Fin de citation. Vieillir. Vieillir, c'est chiant. J'aurais pu dire vieillir, c'est désolant, c'est insupportable, c'est douloureux, c'est horrible, c'est déprimant, c'est mortel. Mais j'ai préféré chiant parce que c'est un adjectif vigoureux et qui ne fait pas triste. Vieillir, c'est chiant parce que on ne sait pas quand ça a commencé, on sait encore moins quand ça finira. Non, ce n'est pas vrai qu'on vieillit dès notre naissance. On a été longtemps si frais, si jeune, si appétissant. On était bien dans sa peau, on se sentait conquérant, invulnérable. La vie devant soi, même à 50 ans, c'était encore très bien. Même à 60, si, je vous assure, j'étais encore plein de muscles, de projets, de désirs, de flammes. Je le suis toujours. Mais voilà, entre-temps, quand j'ai vu dans le regard des jeunes, des hommes et des femmes dans la force de l'âge, qu'ils ne me considéraient plus comme un des leurs, même apparenté, même à la marge. J'ai lu dans leurs yeux qu'ils n'auraient plus jamais d'indulgence à mon égard, qu'ils seraient polis, déférents, louangeurs, mais impitoyables. Sans m'en rendre compte, j'étais entré dans l'apartheid de l'âge. Le plus terrible est venu des dédicaces des écrivains, surtout des débutants, avec respect, en hommage respectueux, avec mes sentiments très respectueux. Les salauds croyaient probablement me faire plaisir en décapuchonnant leur stylo plein de respect, les cons, et du cher monsieur Pivot, long et solennel comme une citation dans l'ordre des arts et lettres qui vous fiche 10 ans de plus. Un jour, dans le métro, c'est la première fois, une jeune fille s'est levée pour me donner sa place. Ah, j'ai failli la gifler. La priant de se rasseoir, j'ai demandé si je faisais vraiment très vieux, si je lui étais apparu fatigué. Non, pas du tout, m'a-t-elle répondu embarrassée. J'ai pensé que... Moi aussitôt, vous pensiez que... je sais pas, je pensais, je ne sais plus que ça vous ferait plaisir de vous asseoir. Parce que j'ai les cheveux blancs. Non, c'est pas ça, mais je vous ai vu debout. Comme vous êtes plus âgé que moi, ça a été comme un réflexe. Je me suis levé. Je parais beaucoup plus âgé que vous. Non, oui, enfin un peu. Mais c'est pas une question d'âge. Une question de quoi alors? Je sais pas. C'est pas une question de politesse, enfin je crois. J'ai arrêté de la taquiner. Je l'ai remerciée de son geste généreux
Et je l'ai accompagnée à la station où elle descendait pour lui offrir un verre. Non, non, non. Vous allez trop loin, là. Ayant refusé la place assise qu'elle me proposait gentiment, je ne pouvais pas espérer qu'elle m'en offrit une encore plus confortable. Lutter contre le vieillissement, c'est dans la mesure du possible ne renoncer à rien. Ni au travail, ni au voyage, ni au spectacle, ni aux livres, ni à la gourmandise, ni à l'amour, ni à la sexualité, ni aux rêves. Rêver, c'est se souvenir tant qu'à faire des heures exquises. Mais c'est penser aussi aux jolis rendez-vous qui nous attendent. C'est laisser son esprit vagabonder entre le désir et l'utopie. La musique est un puissant excitant du rêve. La musique est une drogue douce. J'aimerais mourir rêveur dans un fauteuil en écoutant soit l'adagio du concerto numéro 23 en la majeure de Mozart, soit du même l'andante de son concerto numéro 21 en ut majeur, musique au bout desquelles se révéleront à mes yeux, pas même étonnés, les paysages sublimes de l'au-delà. Mais Mozart et moi ne sommes pas pressés. Nous allons prendre notre temps. Avec l'âge, le temps passe soit trop vite, soit trop lentement. Nous ignorons à combien se monte encore notre capital en années, en mois, en jours, en minutes. Non, il ne faut pas considérer le temps qui nous reste comme un capital, mais comme un usufruit dont tant que nous en sommes capables, il faut jouir sans modération. Après nous, le déjuge? Non, Mozart. Alors, vous vous rappelez peut-être qu'à la fin de Bouillon de culture, il y avait un questionnaire, il y avait 10 questions que je posais au principal de mes invités. Et la dernière question, c'était « Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire ?» Alors, il y a eu des réponses absolument formidables. Mais la plus belle, ou la plus étonnante, ou la plus terrible, comme vous voudrez, est venue de Jean-Claude Briseville, qui est alors, c'était un auteur dramatique, mais ça n'a pas été une réponse d'auteur dramatique, c'était une réponse de l'homme, Jean-Claude Briseville, d'après ce qu'on m'a dit sur lui. Alors je lui ai dit, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, Jean-Claude Briseville, qu'il vous dise à vous? Pardon. Pardon. Il y a eu un moment de stupeur et de silence sur le plateau, comme ici d'ailleurs, parce qu'on était glacés. Là, voilà. Alors moi, évidemment, j'ai répondu à cette question, à la dernière émission. Alors si Dieu existe, qu'est-ce que j'aimerais qu'il me dise à moi? J'aimerais qu'il me dise, ah tiens, Pivot, je suis content de vous rencontrer. Expliquez-moi la règle des participes passés des verbes pronominaux, parce que moi, tout Dieu que je suis, je n'ai jamais rien compris. Et alors je lui dirais, moi non plus, Seigneur, modestement. L'enfer et le paradis. Je ne croyais pas à l'enfer où l'on rôtit, ni au paradis où l'on chante en bronzant. J'eus alors une représentation très précise de l'un et de l'autre. Elle ne recevra pas le nihil obstate du Vatican, encore que le pape François peut-être soit un peu plus ouvert que ses prédécesseurs, mais je la crois assez convaincante, puisque c'est la mienne depuis plus de 50 ans, pour être exposée à des esprits curieux des choses de l'au-delà, et je ne doute pas que vous en soyez. Alors c'est simple, hein. Au paradis, on répondra à toutes vos questions, en enfer, on ne répondra à aucune. Les élus seront animés par un inextinguible appétit de connaissance. Le plaisir d'apprendre ne les lâchera plus. Chacun pourra choisir les domaines dans lesquels, faute de temps sur la terre, faute aussi, il faut bien reconnaître, d'intelligence et de courage, il en était resté au b.a.-ba. Les anges, les archanges, les séraphins, les dominations, les trônes, les vertus. Autant de professeurs enchantés de dispenser leur savoir à des hommes et à des femmes enivrés de percer peu à peu les secrets de la création et d'entrer dans les desseins de Dieu. Cependant, la vraie récompense des élus viendra de la possibilité qui sera constamment la leur de poser des questions au Seigneur et à ses collaborateurs, non seulement sur les énigmes de l'histoire, mais aussi sur les grands et les petits secrets de leur vie, et de celle de leurs proches. Tel jour, telle heure, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'ont-ils fait? C'était qui? Et pourquoi? Et comment? Il suffira de demander. Vous obtiendrez la réponse dans les meilleurs délais.
Et peu importe que cette réponse soit décevante ou même cruelle, parce que votre état de bienheureux vous préservera de tout sentiment d'humiliation, de colère ou de revanche. Vous saurez, et votre plaisir tiendra dans la réponse, quelle qu'elle soit. Le paradis sera sans dommage pour quiconque une gigantesque et joyeuse entreprise de satisfaction des curiosités posthumes. En enfer, en enfer, la curiosité des damnés sera aussi dévorante que celle des hôtes du paradis. Leur soif de connaissance sera pareillement violente. Eux aussi seront taraudés par des milliers de secrets touchant à leur vie personnelle, à celle de leurs proches, à l'histoire, à la création, à l'évolution de l'univers et du monde d'aujourd'hui. Mais aucun de ces secrets ne leur sera dévoilé. Toutes leurs questions resteront à jamais sans réponse. Nus, ne souffrant ni du chaud ni du froid, ne souffrant de rien d'autre que de l'ignorance, de tout à laquelle ils seront éternellement condamnés, les maudits lèvent les bras comme dans de gigantesques raves techno. Ils se tordent les mains, psalmodient leurs questions, les réitèrent sans fin, en modifient la forme, les reprennent, en changent, les hurlent parfois dans des accès de désespoir, puis les marmonnent ou les éruent, les grommellent ou les jappent, croyant contre toute raison qu'un jour, quelqu'un leur répondra et apaisera leur monstrueuse avidité de connaissance. Comme dans les prisons, les gens célèbres sont rassemblés dans un quartier spécial. Pour eux, l'enfer est le même, bien sûr. Mais leurs questions sont différentes de celles du commun des morts. Et ce qui les torture, c'est la postérité. Mon œuvre, mon héritage, ma légende, mes idées, ma gloire, ma survie, ma place dans l'histoire, dans la littérature, dans les arts, dans les sciences, mes élèves, mes successeurs, mon immortalité, ça c'est pour les académiciens. Ma mémoire, mon influence sur Terre, ils n'obtiennent pas plus de réponses que les damnés ordinaires, mais eux qui ont joui du pouvoir, des éloges et des flatteries, souffrent encore plus du silence éternel des espaces infinis. Non, Pascal n'est pas parmi eux. Seigneur, je vous prie, préservez-moi de l'enfer. De par ma nature et ma profession, j'y serai encore plus malheureux que les autres damnés célèbres ou ordinaires. De toute évidence, le paradis est fait pour moi. Je vous impressionnerai, Seigneur, par l'étendue de ma curiosité, par ma soif de connaissance, par l'abondance et la variété de mes questions. Peut-être même serez-vous tenté de faire de moi un élu de vos élus. Amen. Merci. Merci de tous les mots en 5 lettres qui expriment du sentiment, cœur, amour, aimé, bonté, amant, pitié, etc. Merci est le plus fréquemment employé. On dit merci pour un oui et même pour un non. Non, merci. On exprime sa gratitude à propos de tout et de rien. Merci pour tout. Ce n'était rien, merci. Il y a les pingres, je veux simplement vous dire merci. Il est généreux, merci 1000 fois. Encore plus munificent, merci, merci 1000 fois merci. La reconnaissance peut être étriquée, un petit merci ou ample, un grand merci. Dans notre société, en proie à la surenchère, un modeste merci ne suffit plus. Il faut lui donner du volume. Il faut l'accompagner d'un autre mot qui doit procurer à celui à qui va le remerciement le sentiment que la personne obligée est vraiment très obligée. C'est pourquoi l'on dit « merci bien »,« merci, merci »,« merci à vous »,« merci infiniment ». Aucun animateur de radio et de télévision ne prend congé de ses interlocuteurs sans les remercier beaucoup et même parfois beaucoup, beaucoup. Le merci beaucoup est devenu si banal qu'il va falloir trouver un renchérissement dans les mots avec lesquels le service ou le compliment sera payé. On attend les propositions. Dieu merci, il y en aura. Merci d'avance. On nous rebat les oreilles, on nous bouche la vue, on nous empeste, on nous pollue, on nous détourne, on nous fait attendre, on nous demande de revenir, on nous refoule, on nous menace, on nous sollicite, on nous met en garde, on nous pompe l'air, on nous casse les couilles, et chaque fois le même panneau, merci de votre compréhension. Chaque fois la même annonce, surtout dans les gares, merci de votre compréhension. Cette formule, si souvent reproduite et affichée,
qu'il en devient insupportable. Ne pourrait-on en changer de temps en temps? Merci de votre compréhension et surtout, surtout, merci de votre attention. Pour terminer, 3 tweets. Un étourdi moderne, c'est un père de famille qui appuie sur sa télécommande pour faire taire ses enfants. J'allais être ému par ses larmes quand j'ai aperçu son sac en crocodile. Cahuzaquer. Verbe irrégulier. Définition, jurer les yeux dans les yeux. Exemple, son nouvel amant lui a cahuzaqué qu'il l'aimerait toute sa vie.